tous, bonjour à toutes. J'attends que les derniers participants et participantes se connectent. Je vous remercie. Je vous remercie de participer à ce webinaire du jour. Je tiens à remercier à la fois les participants, mais également les conférenciers pour la qualité de leur support et la formation et on va dire l'introduction de ce sujet qui est très challengeant aujourd'hui, puisque la thématique de ce webinaire porte sur, je vais y arriver, voilà, sécurité d'utilisation et de conception des logiciels médicaux, les erreurs à ne pas commettre. L'objectif de ce webinaire n'est pas forcément d'entrer dans les grands détails de la 62304, du cycle de vie des logiciels, et la 62366, l'aptitude à l'utilisation, mais vraiment d'essayer d'imbriquer ces deux normes entre elles, donc comment elles s'appellent l'une et l'autre. Donc, les deux conférenciers d'aujourd'hui seront Clémentine Liard et Jean-François Ménudé, à qui je laisse la parole. Et merci Sylvie, bonjour à tous. Donc l'idée en effet, comme l'expliquait Sylvie, c'est de vous expliquer un peu comment on peut synchroniser ces deux normes, donc dans le cas du logiciel évidemment. Mais avant quand même de rentrer sur le cœur du sujet, donc la synchronisation des deux process associés au développement logiciel et à l'aptitude à l'utilisation, on va vous faire quand même quelques petits rappels sur ces deux normes pour que tout le monde ait déjà un peu le niveau, je dirais, de connaissance sur ces normes, sur les process qui sont associés, qui sont parfois pas si bien connus que ça de tout le monde. Donc si on commence par le process d'aptitude à l'utilisation, qui est un process qui est finalement assez mal connu. En tout cas, c'est ce dont je me rends compte. Et Sylvie, je pense que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Ce processus d'aptitude à l'utilisation, donc qui est décrit dans la norme 62366-1 avec sa version de 2015, il est souvent connu par l'extrémité, par l'étape de validation, par les évaluations sommatives, qui sont ces fameux tests utilisateurs avec théoriquement des groupes de 15 personnes qui doivent tester un dispositif qui vient d'être conçu, dont le design est figé, de manière à démontrer la sécurité d'utilisation. Et en fait, cette norme, elle dit beaucoup plus que ça. Elle dit pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans la norme. Et finalement, l'évaluation sommative, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Et comme vous le voyez sur ce schéma, il y a beaucoup d'étapes en amont de l'évaluation sommative qui sont vraiment les plus importantes et les plus à valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer, et en particulier dans le domaine du logiciel, qui permet une certaine agilité dans les itérations qu'on peut réaliser. Parce qu'en fait, si vous regardez bien cette norme, comment elle se décompose et les différentes étapes, globalement, elle est plutôt de très bon sens, hein. Elle vous dit que vous devez d'abord analyser le produit que vous voulez développer avant de le concevoir, et de réaliser des premières évaluations formatives. Et on reviendra sur cette notion d'évaluation formative, avant de figer un design que vous allez valider dans des évaluations sommatives, et puis après aussi, bien sûr, par le suivi post-market. Donc l'idée de cette norme, c'est d'arriver dans une logique d'itération où vous faites une analyse préliminaire d'un certain nombre de sujets, comme l'analyse des risques, par exemple, liés à l'utilisation, sur lesquels vous allez spécifier votre interface homme-machine, que vous allez ensuite prototyper, que vous allez évaluer une première fois sur peut-être des prototypes qui sont encore très amont et encore imparfaits, mais sur lesquels vous allez capter des retours des utilisateurs qui vont vous permettre d'itérer à la fois, évidemment, sur votre interface, l'interface avec l'utilisateur que vous allez proposer, mais aussi sur l'analyse des risques et sur les spécifications. Voilà, donc vraiment l'idée de cette norme, elle est pas forcément, vraiment, encore une fois, elle coule plutôt de bon sens. Et quand on regarde les process dans les entreprises du DM, souvent c'est un process qui est mis en place, mais qui n'est pas forcément formalisé, qui n'est pas forcément partagé non plus par tout le monde au sein de l'entreprise, entre la R&D, entre le marketing, entre les affaires réglementaires, alors que finalement ces sujets concernent à peu près tout le monde. Donc je vais faire un petit focus, il va faire deux focus, le premier sur la phase d'analyse et après sur les évaluations formatives. Alors sur les phases d'analyse, la logique vraiment, là j'essaye de m'affranchir un peu de la lampe pour vous donner l'esprit de tout ce qui doit être fait, de manière assez séquentielle. La première chose à faire en fait, dans cette analyse, c'est vraiment d'aller décrire les usages de votre dispositif médical. C'est d'aller vraiment réfléchir à quels sont les scénarios finalement d'utilisation que vous souhaitez proposer aux utilisateurs, ou les scénarios probables, c'est-à-dire ceux qui sont, parce que des fois on ne sait pas vraiment tout, hein, comment ça va se passer, et de réfléchir vraiment aux caractéristiques des utilisateurs que vous avez en face. Ça, c'est un point très important qui est souvent un peu sous-estimé en termes de description, alors que c'est vraiment la base
de tout le processus d'aptitude à l'utilisation. C'est la base notamment parce que ces scénarios d'utilisation que vous allez pouvoir écrire, qui sont, ensuite décomposés en tâches, vont vous permettre de faire apparaître des dangers. C'est-à-dire qu'à chacune des tâches qu'un utilisateur va devoir réaliser dans l'utilisation de votre dispositif médical, il va potentiellement, faire apparaître des phénomènes dangereux que vous aurez identifiés déjà dans votre analyse de risque, liée au process, 14971. Et ces éléments, ces phénomènes dangereux, et vous allez en fait pouvoir les faire apparaître à travers ce déroulé de tâches, et vous allez aussi pouvoir vous dire: «Ces phénomènes dangereux vont apparaître parce que mon utilisateur, même s'il est bien formé, même s'il est très compétent, bah, malgré tout, on le sait, l'erreur est humaine, il va pouvoir parfois réaliser faire des erreurs dans l'utilisation de mon dispositif médical. Il va se tromper de bouton, il va utiliser le produit à l'envers, et il va le connecter, quelque chose au mauvais endroit». Bah, toutes ces erreurs qui sont, banales, mais qui sont, bah, réelles au quotidien, hein, qui sont des éléments sur lesquels vous devez absolument vous pencher, et les explorer pour évidemment mettre en place des mesures de réduction du risque et des spécifications qui décrivent précisément pourquoi et comment vous allez maîtriser ce risque. Donc des exigences qui sont vérifiables, dans un cycle en V. On voit vraiment cette phase d'analyse, c'est ça l'esprit, c'est de partir des logiques d'usage pour faire apparaître les risques, dans les scénarios, et les mitigations et les spécifications que vous mettez en face des risques qui ont été identifiés. Donc voilà un peu la logique pour la phase d'analyse. Alors si on juste un petit exemple, hein, quand même pour dire qu'est-ce que ce sont des spécifications vérifiables? Si vous prenez un produit comme cette pompe, si vous prenez par exemple une spécification qui est de dire la poignée, si on prend celle en haut à gauche, la poignée doit permettre un transport, sécurisé et facile. Bah, ça, c'est absolument pas vérifiable. Vous donnez ça à un ingénieur, il peut vous faire 36 000 types de poignées à la sortie, et comment lui va savoir que c'est facile et simple et sûr à utiliser? Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver, si on prend la slide, suivante, à quelque chose de très technique, de très, de des données vraiment chiffrées. Donc par exemple, sur une taille de poignée, vous pouvez vous baser sur des données anthropométriques qui vous disent qu'une poignée, pour qu'elle soit, simple à utiliser et sûre, bah, elle doit correspondre à la taille des pourcentiles, liés aux populations, féminines et masculines, qui vont vous permettre donc d'arriver à ce transport facile. De la même manière, si on regarde, il y avait le chargement, par exemple, de la seringue devait être, facile. Facile, ça veut rien dire. On peut plutôt se dire, on donne comme critère d'acceptation et de vérification qu'une seringue peut être mise en 30 secondes, sans outil, par l'utilisateur. Ça, d'un seul coup, ça devient quelque chose de vraiment plus vérifiable. Donc voilà un petit peu ce niveau de traduction que vous devez réaliser, suite à l'analyse des risques et dans la spécification de l'interface utilisateur de votre produit. Une fois qu'on a réalisé donc cette phase d'analyse, et en gros les sorties sont les spécifications de l'interface machine, et bien évidemment vous allez commencer à prototyper votre produit et notamment l'interface utilisateur. Et ce prototypage, il va vous permettre de faire des évaluations formatives qui sont donc très différentes des évaluations sommatives, puisque comme vous le voyez, les formatives sont dans la phase de conception alors que les sommatives dans la phase de validation. Donc c'est vraiment une logique 2 logiques très différentes, si, Sylvie, tu peux passer du coup slide suivante. C'est 2 logiques très différentes, puisque ces évaluations formatives, qui sont partie prenante de la conception, sont là pour former le design du produit. Vraiment, elles sont là pour vous permettre d'alimenter, de faire évoluer le produit et éventuellement, tous les éléments autour, notamment les éléments d'analyse, c'est-à-dire des analyses, l'analyse de risque et les spécifications de votre produit. Donc la démarche qui est associée à une évaluation formative, c'est de confronter notamment à des utilisateurs très tôt des premières prototypes, des premières maquettes de votre dispositif. D'arriver non pas les mains dans les poches en donnant le prototype et de regarder comment l'utilisateur se débrouille, mais d'arriver avec des hypothèses que vous voulez tester. C'est-à-dire que vous avez fait des hypothèses sur tel type d'interface, par exemple un utilisateur sur un logiciel, sur tel type de bouton, sur un ensemble d'éléments qui vont être assez déterminants dans l'usage. Bah, l'idée, c'est d'arriver à valider ces hypothèses avec l'utilisateur pour commencer notamment à dérisquer, à maîtriser les risques. Et puis globalement, vous allez, à travers ces manipulations, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux usages. Parce que vous allez mettre entre les mains d'un utilisateur ce produit, il va faire des erreurs d'utilisation qui sont normales parce qu'il découvre le produit est encore imparfait. Il va pas comprendre certaines choses qui vous paraissent logiques, vous, en tant que concepteur du dispositif. Il va vous dire que certaines choses manquent. À l'inverse, il va peut-être vous dire que certaines choses sont totalement superflues. Bref, tout ça va vous permettre vraiment de recueillir du feedback utilisateur,
avec une vraie valeur ajoutée qui est bien au-delà de la maîtrise du risque, hein. C'est vraiment de concevoir un produit qui soit simple, sûr et efficace. Alors évidemment, ben, ça demande potentiellement plusieurs itérations, plusieurs évaluations formatives, parce que c'est quand même très rare d'arriver en une seule fois à avoir vraiment le bon produit. Par définition, c'est un processus d'itération ou qui peut se faire aussi par sprint quand on est dans une démarche agile, qui se prête évidemment bien dans le domaine du logiciel et on reviendra plus tard, avec Clémentine sur le sujet. Par opposition, les évaluations sommatives, comme j'expliquais, sont vraiment, elles, associées aux phases de validation. L'objectif, c'est de démontrer la maîtrise du risque et la démarche, elle est très cadrée. C'est-à-dire que vous devez en effet réaliser un protocole de test utilisateur avec, souvent on parle de 15 utilisateurs, et tester les scénarios les plus critiques. Alors peut-être là un point important à dire, c'est que la norme ne vous dit pas de tout tester. Elle vous dit de tester les scénarios les plus critiques, souvent basés sur les critères de gravité d'ailleurs, ce qui vous permet aussi de simplifier des fois ces évaluations sommatives qui peuvent être parfois vues comme extrêmement complexes quand on se dit qu'il faut absolument tester tous les scénarios. En termes de valeur ajoutée, globalement, il n'y en a aucune sur le design, puisque vous êtes, sur un design qui est figé ou quasi figé. La valeur ajoutée, c'est de répondre à l'exigence réglementaire. Donc après, je vous laisse juger quelle est la valeur ajoutée, la plus importante entre la formative et la sommative. Mais globalement, il y a plutôt intérêt à mettre un peu d'effort en amont plutôt qu'en aval. L'évaluation sommative, en général, on n'en fait qu'une seule, sauf si on la rate et il faut la refaire. Et ça, on évite. On l'évite en faisant des évaluations formatives. Un cas quand même où on peut en faire plusieurs, c'est quand on a 2 zones géographiques. Par exemple, on commence par une évaluation sommative en Europe. On met le produit sur le marché en Europe, on a du retour, du marché et on va le mettre sur le marché après aux États-Unis. Et là, la FDA impose d'avoir des tests utilisateurs, avec des utilisateurs, nord-américains, sauf à démontrer qu'il y a des équivalences, mais voilà, après c'est du cas par cas. Voilà en tout cas la logique sur ces évaluations formatives et sommatives. Je passe la main du coup à Clémentine pour, voir le volet logiciel maintenant. Donc, merci Jean-François. Donc, bonjour à tous. Peut-être plutôt que de commencer à bien démontrer les interactions entre les deux normes, il va être important donc de commencer par présenter le process de développement logiciel. Donc, selon la typologie du produit logiciel qui va être développé, il y a une ou deux normes qui vont pouvoir s'appliquer pour la partie développement. Donc, si le produit logiciel est un produit embarqué dans un produit hardware, par exemple, alors seulement la norme 62304 s'appliquera. En revanche, si le produit logiciel est un standalone software, il faudra associer aux exigences de la norme 62304 les exigences de la norme 82304-1. On reviendra sur une slide ultérieure sur la différence entre ces deux normes. Mais on va d'abord parler de la 62, si tu peux revenir en arrière, la 62304, donc qui est commune finalement quel que soit le produit logiciel à développer. Donc cette norme-là, elle est structurée en 5 chapitres, dont 2 principaux qui sont les chapitres relatifs au développement et la maintenance, qui constituent finalement les phases principales du cycle de vie du logiciel. Et les 3 autres chapitres sont des processus qu'on peut appeler plutôt support à la réalisation des processus principaux, donc de dev, et qui sont les process de gestion des risques, gestion de config et gestion des bugs. Donc aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur le process de développement et identifier donc les interactions avec la 62366. Donc, par rapport à la 62304, ce que précise cette norme, elle précise toutes les exigences qui sont nécessaires au développement d'un logiciel. Donc, elle présente ce développement sous la forme d'un cycle en V. On verra que ce n'est pas incompatible avec d'autres méthodes, mais elle part du principe que les données d'entrée du produit sont déjà existantes. Il faut traduire ces données produits en exigences logicielles. Ces exigences logicielles, in fine, seront vérifiées, mais elles n'attrait pas du tout à toute la partie définition de la donnée d'entrée et validation du produit logiciel en tant que tel, puisque le produit concerné par la 62304 est envisagé d'être intégré. Donc, ce sont des points qui ont été apportés par la norme 82304-1, qui sont pour les produits logiciels qui sont eux-mêmes DDM, de bien définir donc la spécification du produit en tant que dispositif médical et les activités nécessaires à sa validation. Donc,
revenons à la 62304. L'approche principale de cette norme est basée sur la classe de sécurité du logiciel. En effet, le fabricant a la responsabilité de définir au début de son développement, au moins en partie, la classification de ce logiciel. La norme précise 3 classifications, la classe A, la classe B et la classe C, et qui sont des classifications qui sont attribuées en fonction de la gravité des risques portés par le logiciel. Plus les risques portés par le logiciel vont avoir une gravité importante, alors on s'orientera plutôt vers une classe C. En revanche, si le produit logiciel ne comporte même pas de risque, alors il sera plutôt en classe A. En fonction de la classe de sécurité du logiciel, les exigences de la norme sont applicables à des niveaux différents. Donc, quand vous êtes en classe C, toutes les exigences de la norme sont applicables. En revanche, quand vous êtes en classe B, la plupart des exigences sont applicables. Et même quand vous êtes en classe A, seulement quelques exigences sont applicables. Ce qui est important de noter, c'est que la norme 62304 précise que tant que la classe définitive de sécurité du logiciel n'a pas été attribuée, alors il faut développer le logiciel comme si le produit logiciel était en classe C. D'où l'enjeu pour les fabricants de réussir à réfléchir sur la partie classification le plus tôt possible dans le process de développement. Donc voilà en résumé le cycle en V. Il applique donc toutes les briques de développement attendues par la norme et qui sont proportionnées finalement à la classe de sécurité du logiciel. Donc quand vous êtes en classe A, finalement, on peut voir que le cycle en V va être relativement réduit puisqu'il s'agira en partie de définir la donnée d'entrée du produit, de la traduire en exigence logicielle, de faire des tests de vérification et de la validation. Donc c'est relativement léger. En revanche, dès qu'on rentre dans les classifications de produits du type B, la norme demande à ce que la documentation du logiciel soit beaucoup plus approfondie. Elle exige entre autres la documentation d'une conception architecturale, de la réalisation d'un certain niveau de test unitaire, de tests d'intégration et les mêmes exigences pour la classe A. Et quand vous êtes en classe C, c'est le package complet. Vous êtes soumis à toutes les exigences et il y aura un effort supplémentaire à fournir pour les équipes de dev concernant la conception détaillée, ce qui est un travail extrêmement gourmand, et la réalisation de tests unitaires de très bas niveau et très pointus. Donc on va rentrer maintenant en détail par rapport à ce cycle en V, aux interactions entre la 62304 et l'aptitude à l'utilisation. Donc, par rapport à ça, la première étape attendue, donc pour le coup pour la 82304, est la définition de la spécification du produit logiciel en tant que tel. En quoi consiste cette étape? Finalement, elle revient à formaliser ce qu'on attend du produit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va définir l'intended use, par exemple, et les performances attendues. D'un point de vue maîtrise de risque, d'un point de vue gestion des risques, par contre, on va pouvoir réaliser une analyse des risques préliminaires. Donc, sur la base de ces premières spécifications produits, on va pouvoir se poser les questions: quels sont les risques portés, qui peuvent être portés par mon produit logiciel, et le fabricant va pouvoir identifier rapidement des mesures de maîtrise de risque qu'on pourrait appeler haut niveau. Ce sera aussi l'occasion, pour faire l'analogie avec le process d'aptitude à l'utilisation, comme présenté tout à l'heure par Jean-François, de définir la spécification d'aptitude à l'utilisation et les scénarios utilisateurs. Donc, tu peux, la slide d'après. Voilà. Alors, c'est vrai que cette phase un peu amont là est vraiment l'occasion de poser ce que j'avais introduit au départ, la spécification de l'utilisation. On réfléchit au scénario, vraiment au scénario d'usage du produit, et c'est particulièrement vrai dans le logiciel où on arrive, sur des logiques où c'est souvent assez, complexe d'aller designer l'usage d'un logiciel, parce que le logiciel permet plein de choses, il y a plein d'usages détournés qui sont possibles et il faut guider l'utilisateur pour rendre tout ça le plus simple possible. Et c'est très important de faire cette phase-là avec les utilisateurs, de les impliquer sur les scénarios d'usage qu'ils envisagent, l'identification de votre côté de tous les profils utilisateurs. Est-ce que vous avez par exemple, des médecins et des infirmières, ou que des infirmières, ou que des médecins? Peut-être que dans ces profils utilisateurs, vous pouvez même aller sur un niveau de granulométrie de persona. Donc le persona, c'est par exemple, vous avez peut-être des infirmières qui vont être geeks et puis d'autres qui sont beaucoup plus traditionnelles, donc qui ont rapport au numérique et au logiciel qui vont être très différents.
qui peut potentiellement impacter la façon dont vous allez concevoir votre logiciel. Là, on rentre vraiment sur des approches du X-Design qui sont très pertinentes pour le logiciel. L'implication avec les utilisateurs, Clémentine l'a dit, permet surtout de trouver très tôt les risques les plus évidents. Parce que c'est souvent eux qui, en final, ont la meilleure connaissance de leur métier, si c'est des professionnels, ou de leur vie quotidienne, si ce sont des patients. Et donc, ils vont être en mesure de vous éclairer sur des risques. Alors, ils ne vont pas le faire spontanément, il faut les challenger, il faut piloter évidemment cette exploration des risques, mais le faire avec les utilisateurs, c'est vraiment un point quand même très important. Surtout qu'au passage, ils vont vous parler de ce qu'ils attendent. Je l'avais déjà évoqué, c'est quitte à faire un travail avec les utilisateurs, autant les interroger sur plein de choses et pas seulement le risque, et notamment sur tout ce qu'ils attendent du produit par rapport à leur profil, par rapport à leurs besoins. C'est aussi là où, et c'est particulièrement vrai sur le logiciel, ils vont commencer peut-être à vous dire que ce logiciel vient en plus d'une kyriade d'autres logiciels qu'ils utilisent déjà. On prend dans les hôpitaux par exemple, les systèmes d'information hospitaliers sont tellement silotés qu'aujourd'hui, un médecin ou une infirmière, pour accéder à l'info ou pour la rentrée, doit souvent se connecter à un paquet de logiciels, ce qui pose des freins clairement d'adoption des logiciels aujourd'hui dans les hôpitaux. Et c'est important aussi au passage pour vous, parce que c'est l'occasion de trouver quels logiciels sont connexes dans l'utilisation et réfléchir à des logiques d'interopérabilité. Donc là, on est au-delà évidemment de l'aspect aptitude d'utilisation, maîtrise du risque. Ceci dit, un logiciel qui, s'il est super mais qu'il est interopérable avec rien, dans beaucoup de cas, il va être tout simplement inutile et donc pas utilisé. Et on peut considérer qu'en termes d'aptitude à l'utilisation, on est en échec si ce n'est pas utilisé quand même. Donc tout ça, c'est important de le faire directement avec les utilisateurs, ne pas le faire par un tiers. Alors, le cas classique, on voit souvent des projets où l'entreprise travaille avec un médecin, alors que le produit est destiné soit à des patients, soit à des infirmières, par exemple. Mais comme l'entreprise a une relation avec un KOL qui est médecin, évidemment, ils vont interroger ce KOL qui va dire: «Ah bah, l'infirmière, elle fait ci, elle fait ça dans sa journée. Le patient, ah bah, il a besoin de ci, de ça». Sauf que c'est la vision du médecin qui est, souvent quand même, déformée par rapport à la réalité. Donc dans ces cas-là, il est très important d'aller chercher, l'information à la source. Les infirmières, les patients, et là, vous avez un certain nombre de moyens aujourd'hui d'aller les interroger par des focus group en particulier. Et puis d'ailleurs, au passage, ils vont vous expliquer d'ailleurs bien mieux que le médecin, si on parle de l'infirmière ou du patient, l'environnement d'utilisation. Et ça, il faut être très attentif à cet aspect de l'environnement. Entre développer un logiciel pour l'hôpital où on peut avoir des gens qui sont dans des situations de stress, de fatigue, de charge de travail qui sont très importantes, et un logiciel qui va être utilisé à domicile, où a priori on est plutôt calme, mais où il y a peut-être d'autres problématiques de distraction, voilà, de fait que l'environnement est beaucoup moins maîtrisé, ça change beaucoup de choses. Le fait qu'est-ce que c'est un logiciel qui est destiné à être utilisé en mobilité, c'est aussi des éléments très dimensionnants. Et on ne parle pas que de la taille de l'écran, de savoir si c'est un smartphone ou un ordinateur de bureau. Mais simplement, quand on est en mobilité, souvent on fait plusieurs choses en même temps, on est dans un environnement qui n'est pas confortable, qui est stressant. Et prenez juste un exemple de votre smartphone, vous l'utilisez tranquillement chez vous, il est très simple à utiliser. Vous faites la même chose en conduisant, souvent vous n'arrivez plus à l'utiliser correctement. Et en plus que vous faites la conduite, vous le faites beaucoup moins bien. Donc et pourtant, c'est le même outil, le même logiciel. Voilà, tout ça, c'est vraiment des points assez importants à interroger dans cette partie amont pour définir ce que doit être votre produit. Donc, une fois la donnée d'entrée du produit logiciel bien définie, l'enjeu et la première brique de développement consiste en la définition des exigences du logiciel, donc ce qu'on appelle habituellement plus communément les software requirements. Donc, l'objectif de cette phase, c'est vraiment de spécifier formellement ce que doit faire le logiciel afin de satisfaire les exigences fonctionnelles et de performance qui auront été définies préalablement, mais aussi de s'assurer que les mesures de maîtrise de risque qui ont été identifiées et analysées dans la première phase vont bien être implémentées dans le logiciel. Donc, par rapport à ces requirements, la norme est assez spécifique sur leur vérification. Il faut bien s'assurer que ces requirements-là mettent en œuvre les exigences existantes et l'analyse des risques. Donc, s'assurer qu'on ait bien la traçabilité aux sources et une absence de contradiction ou d'opposition entre les requirements. Une seule interprétation de ces requirements soit possible, que les requirements soient vérifiables, ce qui veut dire qu'on puisse établir des critères objectifs pour la réalisation des tests et la vérification du dit requirement. Et donc,
que ces requirements-là soient bien uniques. Donc, de façon à alléger le développement pour s'assurer de la traçabilité et de l'identification, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles et qui peuvent accompagner le dev tout au long du cycle de vie pour s'assurer de la traçabilité. Donc, par analogie, finalement, parmi ces software requirements, il peut y avoir une catégorie de requirements qui sont liés à l'interface utilisateur, et donc c'est le moment privilégié pour définir ce que sont les spécifications d'interface utilisateur. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment le parallèle par rapport aux requirements qu'on peut faire, par exemple, sur les algorithmes. On a exactement la même chose sur l'interface utilisateur et notamment sur les parties de l'interface utilisateur qui sont porteuses de risques qui ont été identifiés dans l'analyse de risque. Donc, tous ces éléments, comme l'a dit Clémentine, sont des exigences qui doivent être vérifiables. Alors c'est vrai que c'est parfois complexe, en tout cas on peut se dire que c'est complexe d'avoir des éléments vérifiables sur une interface logicielle, mais par exemple, voilà, c'est se dire qu'il faut absolument préciser des unités sur des valeurs numériques. Ça veut se dire, plutôt que de dire que le texte doit être lisible à telle distance, bah, c'est donner directement la taille d'un caractère, par exemple, le niveau de contraste sur l'écran par rapport à ces caractères. Ça peut être sur des boutons d'interaction qui sont assez critiques, donner une taille, un espacement. Peut-être le fait, si c'est un bouton qui critique, il doit être absolument isolé des autres parce qu'on ne doit absolument pas appuyer dessus par hasard. Ça peut être des éléments pour dire qu'il y a des points de validation avant de lancer une étape qui est un traitement, notamment un calcul ou une action qui pilote le logiciel, qui est un point d'arrêt que l'utilisateur puisse valider. Enfin, c'est ce genre d'éléments qui sont importants de pouvoir tracer de manière plutôt textuelle, puisque en effet derrière il y a une traçabilité assurée. Et qui sont souvent liés au risque. Après tous ces éléments-là, de spécification, ils vont au-delà du risque, hein. Comme on l'a évoqué, ils sont liés globalement à quel point l'interface utilisateur de votre logiciel que vous allez proposer va être simple à utiliser et efficace à utiliser pour l'utilisateur. Et pour ça, finalement, le meilleur moyen quand même d'illustrer ça, au-delà des spécifications textuelles, c'est d'avoir des représentations graphiques de l'interface. Donc là, il ne faut absolument pas se priver de faire des maquettes graphiques. Alors, les maquettes graphiques, ça peut commencer par du très simple, hein, ça peut être du papier-crayon, ça peut être du PowerPoint, ça peut être aussi évidemment des outils plus sophistiqués de maquettage qui permettent de faire des choses très réalistes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié par les développeurs parce que finalement, au lieu de leur donner 30 pages de spécifications sur l'interface utilisateur, bah, vous leur donnez finalement à quoi doit ressembler la future interface et ils n'ont plus qu'à trouver entre guillemets «la bonne solution technique» pour développer ça, avec la bonne traçabilité du code et cetera évidemment, mais c'est extrêmement guidant et en plus le gros intérêt de ces maquettes graphiques, on en reviendra juste après, c'est de pouvoir les exploiter en évaluation formative dans des tests très amont avec des utilisateurs. Voilà, et c'est justement ce que Clémentine va un petit peu développer maintenant. Donc, une fois les exigences bien définies, d'un point de vue du logiciel, la norme demande à ce que le fabricant détaille une architecture du logiciel et conçoive l'architecture à proprement parler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire convertir les exigences logicielles en une structure logicielle. Donc, la norme donne des définitions pour les éléments logiciels et les unités logicielles. Maintenant, charge aux fabricants et aux développeurs de définir ce qui se cache dans leur architecture logicielle, derrière l'élément ou derrière l'unité. L'objectif étant de pouvoir fournir une architecture où on retrouve le système logiciel qui est décomposé en éléments logiciels. Et pour les logiciels donc de classe B et C, on demande à ce que l'architecture du logiciel soit affinée et décomposée depuis le système logiciel jusqu'à l'unité logicielle. Donc, une somme des unités logicielles compose un élément logiciel et la somme des éléments logiciels compose le système logiciel. Et pour les logiciels donc en classe C, il faut aller encore un cran en dessous. Pour chaque unité logicielle, on s'attend à ce que le développeur détaille et spécifie le comportement attendu de l'unité logicielle. Donc, par exemple, décrive l'algorithme attendu de la fonction qui va être codée ultérieurement. Donc, en parallèle de tout ce travail d'architecture,
C'est assez peu habituel, mais c'est vraiment le moment opportun pour commencer à introduire la notion d'évaluation formative. Et c'est ce que Jean-François va présenter en détail. Oui, alors c'est vrai que vous avez vu que dans le cycle en V, là, on est avant le coding qui était tout en bas. Donc ça veut dire que avant de coder, et ça c'est quand même un des gros intérêts du logiciel et en tout cas sur le volet maquette graphique et interface, vous pouvez dès maintenant, avec des maquettes, avant de coder la moindre ligne de code, arriver à finalement confronter le workflow de votre logiciel. Comment justement votre logiciel va se comporter, parce que vous avez plein de moyens en fait, de simuler des choses, même si vos algorithmes ne sont pas encore développés, vous pouvez simuler beaucoup de comportements, quitte à avoir quelqu'un derrière qui fait la manipulation. Et ça va vous permettre vraiment de confronter votre design d'interface à ces retours d'utilisateurs, sans avoir besoin de coder encore une fois quelque chose. Et le gros intérêt, c'est que vous pouvez affiner évidemment toutes les spécifications et toutes les maquettes et ne rentrer dans les phases de code qui sont évidemment les plus chronophages que quand vous êtes quasi certain d'avoir trouvé la bonne solution au niveau de l'interface. Et par ailleurs, tous ces retours utilisateurs vont bien sûr vous permettre de travailler sur les erreurs, les incompréhensions, la fluidité du workflow, toutes les fonctionnalités. Mais vous pouvez aussi commencer à identifier des points qui vont sans doute être un peu durs pour l'utilisateur. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'aucun utilisateur ne comprend et que manifestement, pourtant, votre workflow, votre interface est bien conçue, c'est juste que voilà, c'est compliqué et c'est sans doute quelque chose qu'il va falloir détailler dans le manuel utilisateur ou éventuellement dans une formation. Et ça, vous pouvez déjà commencer à le voir et ça va vous permettre aussi de voir comment vous allez maîtriser les risques. Ces maquettes et globalement les interfaces utilisateurs doivent être développées aussi selon des bonnes règles de conception, qui sont aujourd'hui assez peu utilisées de ce qu'on voit dans le domaine du dispositif médical. Mais il y a quand même des critères d'ergonomie de ce qui fait une bonne interface utilisateur logiciel qui existent depuis maintenant une trentaine d'années, qui sont des règles relativement simples à mettre en œuvre, qui vous permettent de quand même globalement vous assurer que l'interface que vous proposez est simple, sûre et efficace par rapport à l'usage qui est prévu. Et donc ça, c'est tout ça possible avant de coder la moindre chose. Donc, une fois que cette évaluation-là est faite et que la conception est bien affinée et que les développeurs sont prêts à développer, alors ils développent. Et ensuite, une fois le produit développé, donc on rentre dans une phase de vérification avec d'abord une vérification bas niveau qui s'appelle les tests unitaires, une vérification intermédiaire, donc avec des tests d'intégration, pour arriver sur la dernière phase de vérification, donc qui est la réalisation des tests du logiciel pour s'assurer qu'il répondent donc aux software requirements. Donc c'est par une campagne de test, donc avec un plan de test et des rapports de test, que vous allez réussir à démontrer que donc ces exigences logicielles, elles sont bien vérifiées. Mais ça va être aussi le moment de vérifier que toutes les mesures de maîtrise de risque qui avaient été décidées en début de cycle en V ont bien été implémentées et surtout sont efficaces. Et c'est aussi le moment où on peut ajouter une phase d'évaluation formative additionnelle, puisque là, on est sur le produit qui est finalement développé et qu'on va pouvoir confronter une nouvelle fois finalement aux utilisateurs. La dernière étape, c'est la software validation, la validation donc, du produit logiciel en tant que tel. Donc, ça va être de s'assurer que le produit logiciel réponde bien à son indication d'utilisation et bien la performance attendue. Donc, on va retrouver ce qu'on retrouve classiquement pour un dispositif médical. Donc, selon la stratégie du fabricant, il va y avoir plusieurs niveaux d'essai pour réussir à démontrer que le produit logiciel est validé. Donc, soit il y aura des tests précliniques avec les utilisateurs finaux, soit on réalisera une investigation clinique. Et c'est bien sûr à ce moment qu'on peut réaliser l'évaluation sommative qui a été détaillée préalablement. Donc, ce qu'on constate finalement, c'est qu'aujourd'hui, la norme 62304 présente un cycle de développement qui est plutôt une approche avec cycle en V, mais qui n'est pas incompatible avec les méthodes qui sont appliquement utilisées dans le logiciel, où il y a beaucoup d'itérations
pour arriver à une version finale du produit. Et ça s'associe très bien finalement, comme ça a été démontré préalablement, avec les méthodes pour la démonstration de l'aptitude à l'utilisation, où on va passer par des phases de prototypage, de test, prototypage, test. Donc finalement, tout l'enjeu pour mener à bien, je pense, de façon efficace le développement, c'est de réussir à intégrer de l'agilité, que ce soit sur le process de dev et sur le process d'aptitude à l'utilisation. Donc, on va essayer de montrer comment ces interactions peuvent avoir lieu. Peut-être pour repréciser ce que sont les méthodes agiles, au moins sur la partie développement logiciel, l'objectif étant que, comme le développement logiciel est immatériel, il est très facile de mettre au point une première version de produit, bien qu'elle ne contienne pas tous les software requirements. La réponse à toutes les fonctionnalités finalement. Donc, on va découper le produit dans le développement en plusieurs sous-fonctionnalités et on va se dire, on va créer des campagnes de développement qui sont appelées des sprints et pour chaque campagne de développement, on va donner les objectifs qui sont attendus pour le développement logiciel et quelles fonctionnalités vont être implémentées. Et donc, au fur et à mesure de chacun des sprints, le produit logiciel va être amélioré, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour qu'on arrive à la fin sur une dernière version qui, elle, va être testée et validée. Donc, on va regarder à l'échelle d'un sprint, finalement, comment est-ce qu'on peut réussir à articuler les exigences de dev et les exigences de l'aptitude à l'utilisation. Donc, sur la base des software requirements, donc des exigences du logiciel et des spécifications d'aptitude à l'utilisation pour un sprint donné, donc qui sont généralement des campagnes de 3 semaines ou un mois, selon la nature selon le fonctionnement de toutes les entreprises. On va se dire que pour ce sprint-là, on va développer telle et telle fonctionnalité et on va traduire ces fonctionnalités en user story. Donc, c'est un découpage des exigences logicielles un peu plus fin pour pouvoir réduire une fonctionnalité à plusieurs sous-fonctionnalités. Et c'est l'association de ces sous-fonctionnalités développées qui correspondront à la fonctionnalité finale. Donc, le début de sprint, on est plutôt dans une phase de planification. On va lister l'ensemble, on va détailler et préciser l'ensemble des user stories qui vont devoir être développées. Et on peut assimiler ces user stories finalement aux scénarios utilisateurs qui sont des scénarios utilisateurs bas niveau. On a évoqué en début de présentation les scénarios utilisateurs plutôt à l'échelle du workflow d'utilisation du produit dans son environnement final. Là, on va plutôt se positionner sur la définition du scénario utilisateur à l'échelle d'une fonctionnalité logicielle donnée, donc dans un menu ou par exemple sur une interface avec des menus. Donc, une fois la définition de ce qui allait être développé, on va analyser finalement ces fonctionnalités d'un point de vue des risques. Et là encore, on peut, comme précisé précédemment, refaire de l'évaluation formative, de façon à pouvoir affiner à chaque fois la spécification d'interface utilisateur et éventuellement les software requirements, en ajoutant des mesures de maîtrise de risque plutôt bas niveau. Une fois que les sous-fonctionnalités, donc les user stories, sont bien analysées, alors elles peuvent rentrer en phase de développement et en phase de test. Et à la fin de ces phases de test-là, on peut refaire une fois de plus de l'évaluation formative et généralement, c'est traduit par les entreprises en l'intervention d'une personne qui représente l'utilisateur final ou l'utilisateur final lui-même qui valide le fait que la fonctionnalité développée corresponde bien à son besoin. Mais là, on est plutôt à l'échelle de la fonctionnalité et pas du produit logiciel globalité. Donc, l'intérêt de s'inscrire dans la méthode agile, donc en additionnant finalement tous ces sprints et donc toutes ces briques de développement logiciel, c'est qu'en partant des software requirements, en faisant des phases itératives de développement avec chaque fois des phases de test par rapport au cycle de développement logiciel et des phases d'évaluation formative, on arrive à la fin de la somme de tous les sprints avec un produit qui a déjà un certain niveau de vérification d'un point de vue logiciel et d'un point de vue aptitude à l'utilisation. Et généralement, on rejoue une phase finale pour la partie logicielle qui peut se contenter d'être uniquement les tests de non-régression, de façon à démontrer qu'on a vérifié l'ensemble des exigences logicielles.
d'un point de vue usability, donc aptitude à l'utilisation, en additionnant des phases d'évaluation formative à chaque sprint et en refaisant une évaluation formative finale, on arrive à démontrer finalement que les spécifications d'interface utilisateur ont bien été vérifiées. Ce qu'on peut rajouter peut-être sur cette slide-là, si tu peux juste revenir en arrière, Sylvie, c'est que vous voyez par exemple sur ces 3 sprints, le sprint du milieu a des évaluations formatives et le premier et le dernier n'en ont pas. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple imaginer que le premier sprint est très axé sur des algorithmes, sur l'amélioration d'un algorithme par exemple, et finalement il n'y a pas de changement vis-à-vis de l'utilisateur en termes d'interface. Et donc à ce moment-là, ça peut justifier par exemple de ne pas faire d'évaluation formative. Et après, peut-être le second sprint, là, où vous allez rajouter des fonctionnalités, des éléments d'interface qui, eux, sont par contre très nouveaux, peut-être très innovants, avec vous allez peut-être complètement faire évoluer la manière dont le workflow se déroule parce que vous allez rajouter des fonctionnalités. Et là, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra faire une évaluation formative intermédiaire. Donc, c'est un peu aussi il n'y a pas d'obligation à faire des évaluations formatives à chacun des sprints. C'est quelque chose qui doit être jugé au cas par cas en fonction de la complexité de ce qui va être proposé auprès de l'utilisateur, de l'évaluation des risques que vous faites, des risques d'utilisation par rapport à ce nouveau sprint. Et en tout cas, par contre, c'est sûr qu'à la fin, c'est une très bonne pratique, évidemment, une fois que vous avez intégré l'ensemble de ces sprints avec quelque chose qui est complètement fonctionnel, de faire l'évaluation formative du système complet pour vous assurer que tout fonctionne bien avant la validation par l'évaluation sommative. Voilà, donc en tout cas, on espère que vous avez pu, à travers cette description et l'imbrication des 2 processus, voir un peu comment tout ça pouvait fonctionner. Alors, ça peut paraître être quelque chose de complexe à mettre en œuvre et en même temps, c'est encore plus complexe sans doute de séparer les 2 processus et puis surtout, si vous arrivez finalement à faire tout ça, bien combiné, eh ben, vous avez une très bonne raison, c'est que parmi toutes ces réponses-là, à quoi ça sert de faire tout ça? C'est pas, satisfaire une exigence réglementaire, c'est pas maîtriser les risques liés à l'utilisation, c'est pas faire le travail des consultants de MD101, c'est avant tout répondre aux besoins réels des utilisateurs. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que parmi les besoins d'un utilisateur, il y a évidemment le besoin d'être dans d'un usage dérisqué, on va dire, du produit que vous lui proposez. Mais ce n'est qu'un besoin de l'utilisateur. Au-delà de ça, il souhaite avoir quelque chose qui réponde efficacement à son quotidien, à sa pratique, si c'est un professionnel, à sa vie quotidienne, si c'est un patient. Et ces éléments-là, vous allez pouvoir les adresser correctement, finalement, à travers ce processus d'aptitude à l'utilisation. Parce qu'en fait, ce processus, si on va sur la slide suivante, ce processus qui va, en fait, à chaque étape dans l'analyse, dans la conception, aller interroger les utilisateurs, aller confronter les propositions que vous faites, c'est un processus qu'on appelle une conception centrée utilisateur, qui est lui-même, normé au niveau ISO, hein. Et c'est exactement la même démarche, sauf que la finalité dans cette norme ISO 9241-210, ce n'est pas uniquement la maîtrise des risques, c'est globalement travailler l'utilisabilité, voire même l'acceptabilité de votre produit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toute la démarche qui peut paraître lourde d'aptitude d'utilisation quand on la regarde comme ça, en fait, c'est le même combat. C'est le même combat de maîtriser les risques ou de répondre vraiment à tous les besoins de vos utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui est finalement un processus d'aptitude à l'utilisation qui est bien mené, va réellement vous apporter quelque chose sur la finalité de votre produit et va vraiment, si vous l'intriquez bien, notamment au niveau du logiciel avec une agilité qui peut s'intégrer dans la 62304, vous permettre d'être très efficace dans votre développement logiciel pour viser vraiment au plus juste. Alors pour que ça fonctionne bien et que ça fonctionne bien pour tout le monde, bah, il faut impliquer justement pas mal de gens dans l'entreprise. Et donc souvent, ce qu'on voit, c'est que l'aptitude à l'utilisation est quelque chose qui est géré par les affaires réglementaires, puisqu'évidemment, c'est un aspect normatif et réglementaire, donc c'est assez logique. Mais pour autant, la conception centrée utilisateur, elle intéresse quand même essentiellement la R&D, puisque finalement, c'est un processus de conception, essentiellement. Tout ce qu'on a décrit là, c'est comment concevoir le bon produit pour répondre aux besoins utilisateurs. Et donc évidemment, bah, la troisième grande partie prenante d'un processus d'aptitude à l'utilisation, c'est le marketing. Parce que le marketing, à travers un processus de ce type-là, il va s'assurer que ce que
va sortir de la R&D finalement est bien conforme aux besoins utilisateurs. Et donc globalement, il va avoir à vendre un produit, en tout cas à faire la promotion d'un produit dont l'expérience utilisateur est bien supérieure à quelque chose qui serait développé d'une manière beaucoup plus linéaire, comme on peut le voir parfois dans le développement des dispositifs médicaux. Au niveau de la R&D, il y a un avantage évident, c'est que les données d'entrée qu'ils reçoivent sont, en termes d'interface utilisateur, ce sont des données d'entrée qui sont robustes, qui sont vérifiables. C'est-à-dire comme je prenais l'exemple de la poignée tout à l'heure, au lieu de leur donner une poignée simple à utiliser, on leur donne les dimensions de la poignée. Ça, c'est des éléments, un élément assez basique, mais vous pouvez imaginer ça sur tous les éléments d'un dispositif médical. Je peux vous assurer que ça simplifie beaucoup la tâche de la R&D et que vous êtes à peu près certain qu'en sortie, vous avez ce que vous avez demandé au niveau du marketing. Et puis évidemment, toute la partie démonstration de la sécurité va être parfaitement documentée. Vous avez une stratégie qui est associée à tout ça. Donc, c'est des éléments qui vont permettre à un auditeur de prendre la mesure de tous les efforts que vous avez faits pour concevoir le produit le plus sûr et le plus adapté possible à l'utilisateur. Peut-être un petit focus sur le marketing, qui est pour moi une partie prenante très importante dans la conception centrée utilisateur. Il y a finalement un certain nombre de sujets qui se rapprochent. Si vous prenez des chefs de produits dans le dispositif médical, ils connaissent souvent très, très bien leurs utilisateurs. Je pense notamment aux dispositifs médicaux qui sont destinés au bloc opératoire ou à l'imagerie. Les chefs de produits sont souvent des experts médicaux presque finalement au bout d'un moment. Peut-être qu'on peut voir la slide suivante, Sylvie, s'il te plaît. Merci. Et donc le marketing, en plus, utilise des outils qui sont parfois assez proches de ceux que j'ai évoqués. Ils peuvent faire des personas, mais qui ne sont pas forcément orientés utilisateurs, mais plutôt les types d'acheteurs. Peuvent faire des focus group, ils peuvent faire des entretiens. Et donc, comme je le disais, ils ont cette très bonne connaissance métier pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé. Après, je pense qu'il faut être aussi avoir bien en tête des différences importantes entre le marketing et l'aptitude à l'utilisation. C'est que d'une part, le marketing est par définition une fonction qui est très impliquée dans la conception, dans ce que doit être le produit. Donc, il n'est pas naïf face au produit. Donc, c'est compliqué pour lui parfois d'être le représentant de l'utilisateur parce qu'il a un biais naturel dans ce qu'il va voir en fait comme usage. Un autre biais en fait qui est très lié au marketing, c'est que le marketing, comme son nom l'indique, c'est pour adresser le marché, c'est-à-dire l'acheteur. Et dans le domaine médical, la plupart du temps, l'acheteur n'est pas l'utilisateur. C'est-à-dire que, alors évidemment, vous prenez le cas d'un DM destiné au bloc opératoire, le chirurgien est souvent le prescripteur, mais si ce n'est pas l'acheteur. Mais vous prenez par exemple un DM destiné à des infirmières dans l'hôpital, c'est certainement pas les infirmières qui vont choisir quel type de matériel elles utilisent. Donc le marketing, et c'est normal, c'est son métier, va avoir tendance à satisfaire plutôt la fonction achat qui est en face, dans un hôpital par exemple, plutôt que l'utilisateur. Et donc là, il y a forcément parfois des contradictions, et c'est dans ce sens que l'aptitude à l'utilisation, elle ne doit pas dériver, elle doit bien s'intéresser à l'utilisateur. Et par ailleurs, l'interrogation de ces besoins réels des utilisateurs, qui sont parfois non verbalisés, c'est quelque chose d'assez spécifique, qui est une expertise vraiment propre à l'ergonomie. C'est-à-dire qu'un ergonome va vraiment voir sur le terrain, il va observer, il va comprendre un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément dites, et il ne va pas forcément croire tout le temps l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas forcément de demander à l'utilisateur ce dont il a besoin pour réellement comprendre ce dont il a besoin. Il faut aller vraiment décoder, aller chercher assez profondément tout ça. Et si on prend le cas d'un utilisateur qui serait un patient, là, ça devient assez évident, hein. C'est-à-dire que quand vous devez développer un dispositif pour un patient, vous avez une complexité de profil d'utilisateur en face de vous, une variété qui est phénoménale. Et c'est là où on arrive sur des sujets où, au-delà de la maîtrise du risque d'utilisation, au-delà de l'efficience, c'est-à-dire vraiment la facilité avec laquelle on va réaliser la tâche pour le patient, par exemple délivrer une dose d'insuline, il va y avoir toute une dimension qu'on peut qualifier d'émotionnel, de ressenti, de plaisir ou d'aversion au contraire sur l'usage de ce dispositif. Et tout ça, ça a un impact potentiellement très important sur l'engagement du patient dans l'usage de ce dispositif et, in fine, si c'est un dispositif par exemple de délivrance médicamenteuse, sur l'observance même du traitement. Et donc là, on voit qu'on arrive sur des dimensions d'expérience patient qui font d'une part appel à la psychologie cognitive. Quand on parle de maîtrise des risques, d'efficience, on est plutôt sur ces champs-là. Mais dès qu'on parle de ressenti, d'émotion, on est plutôt sur la psychologie sociale de la santé. C'est-à-dire qu'on va aller chercher finalement à travers l'expérience patient comment un patient se projette face à sa maladie, comment il l'intègre dans sa vie quotidienne,
Et là, on est sur des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intime, qui demandent des expertises très particulières pour aller finalement chercher ces éléments-là, qui vont rentrer par contre dans les éléments de conception de votre dispositif médical. Et si on peut prendre peut-être juste un petit exemple à travers la slide suivante, parce que je vois qu'il nous reste, il nous reste pas beaucoup de temps, donc ça va être très rapide, mais imaginez finalement un patient, pour aller comprendre qu'est-ce qu'il va faire à son expérience face à un dispositif médical. Vous allez sans doute devoir interroger à quel stade il est de sa pathologie, si c'est plutôt débutant ou chronocisé. Vous allez devoir voir l'histoire de sa maladie. Est-ce qu'il a une errance diagnostique, par exemple, qui peut avoir un impact très fort sur le sentiment qu'il a face à une thérapie qu'on lui propose. Quel est le rôle de l'entourage, le conjoint en particulier. La catégorie sociale va avoir des impacts aussi très importants sur les attentes, les besoins et les freins à l'utilisation du dispositif médical que vous pouvez proposer à un patient. Voilà, donc c'était juste une petite ouverture sur le cas du patient, mais qui en soi est un sujet qui mériterait presque un webinaire. Donc, il est l'heure de conclure ce qu'on a un petit peu débordé. Donc, on espère avec Clémentine qu'on a pu vous expliquer pourquoi et comment se synchroniser autour de ces deux processus, sur le développement logiciel 62304 et l'aptitude à l'utilisation 62366-1. Ce qui est important de voir, c'est que finalement, ça permet d'introduire de l'agilité quand on est sur du logiciel qui est vraiment compatible avec ces deux processus. Et par contre, pour arriver à faire ça, il faut vraiment avoir ce désilotage des processus et arriver à impliquer finalement beaucoup de monde dans l'entreprise. Évidemment, la R&D qui va développer le logiciel, les affaires réglementaires et le marketing, comme on l'a vu. Ça demande aussi d'avoir un pilote pour notamment l'attitude d'utilisation, parce que par définition, c'est un process qui est transverse, donc il faut quelqu'un qui le pilote à travers l'entreprise. Et pour que ça soit optimal, quand on est dans le logiciel, il faut vraiment exploiter au maximum les maquettages d'interface qui peuvent même être de très basse fidélité, mais qui très vite apportent beaucoup de valeur ajoutée. Alors cette valeur ajoutée, c'est vraiment de viser plus vite, plus juste dans la conception, parce que vous allez avoir une analyse de risque et des spécifications qui vont être très rapidement beaucoup plus robustes, et vous allez développer très rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas, par ces itérations, la bonne solution. Et globalement, c'est aussi évidemment la satisfaction de l'utilisateur, l'expérience utilisateur que vous allez améliorer et qui est aujourd'hui comme un élément assez différenciant dans le monde du dispositif médical, puisque malgré tout, les dispositifs ne se distinguent pas forcément tant que ça par leur service médical rendu quand on regarde les évaluations de la HAS en particulier. Voilà, écoutez, on espère avoir pu vous éclairer sur ces sujets. Nous sommes prêts à répondre à vos questions avec Clémentine. Merci à tous. Merci à tous. Merci tous les deux en tous les cas. Merci pour les participants qui ont pu faire des remarques et merci pour votre présentation qui était extrêmement claire. Moi, j'ai beaucoup appris en travaillant à côté de vous pour la préparation de ce webinaire à vos côtés. Et je tiens à saluer la clarté de vos propos parce que c'est vrai que c'est un sujet qui était complexe à aborder avec un angle d'attaque qui était quand même choisi sur l'imbrication de deux processus qui ont une grosse transversalité. Donc, merci à tous les deux. Et donc, si tout le monde est d'accord, je vais passer à la phase de questions et réponses. À titre d'information, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez disposer des diapositives en format PDF a posteriori directement via votre adresse email que vous avez renseignée lors de vos inscriptions. Alors, je vais commencer par une première question qui parle en parallèle d'un autre sujet très important dans le logiciel qui est la cybersécurité. Dans quelle partie de la norme 62304 le sujet de la cybersécurité est-il traité? Je pense que ça va être une question pour Clémentine. Je pense qu'il n'y a pas de mention explicite dans la version actuelle de la 62304 à la cybersécurité. Je pense qu'il est important de noter en revanche, c'est que la 62304, elle inscrit vraiment le dev logiciel dans une démarche de gestion de risque. Et donc, ce principe de cybersécurité doit être approché du point de vue de la gestion de risque. Ce qu'on peut toutefois noter, c'est que la cybersécurité, c'est devenu une exigence explicite dans le nouveau règlement et qu'il y a un certain nombre de MDCG qui ont été publiés ou de guidance européenne ou US concernant la cybersécurité sur lesquels on peut s'appuyer pour construire ces analyses de risque-là, finalement. Donc, le fait de le prendre en considération dans l'analyse de risque fait que ça alimente forcément c'est ça. La suite de la documentation technique. Et ça se synchronise finalement dans le développement logiciel puisque l'analyse des risques est faite tout au long du cycle de dev. Donc, si les problématiques de connexion sont identifiées dès le début, finalement, on va venir générer de nouvelles spécifications pour le logiciel en termes de sécurité
pour qu'elles soient introduites dans le développement. Tout à fait. Quels outils efficaces pour formaliser les retours des utilisateurs et les tracer? Donc, ce sera plutôt une question pour Jean-François cette fois. Alors des outils, soit on parle de la donnée brute, donc là c'est des comptes rendus d'entretien, c'est des comptes rendus de focus group. Après, c'est surtout en fait quelque chose qui est documenté dans les rapports d'évaluation formative, c'est-à-dire que et sommative, mais bon essentiellement formative parce que c'est ça qui va permettre de faire évoluer le design. Donc là, c'est là où j'évoquais en fait il faut arriver avec des hypothèses dans les évaluations formatives. C'est-à-dire que vous arrivez avec un vrai protocole de test et vous avez en fait une démarche qui est de dire voilà, on demande à l'utilisateur de faire telle tâche par exemple, et vous observez ce qui se passe, par exemple des erreurs ou des incompréhensions ou des tâtonnements. Et c'est ça qui est documenté, qui permet de consolider les retours utilisateurs et de démontrer d'une part que vous avez réellement fait des tests, puisque c'est comme ce qui peut être attendu, de montrer pourquoi ces retours utilisateurs vous ont fait changer quelque chose dans le design. Donc vous liez le test à des modifications de design. Et puis évidemment à une maîtrise du risque si c'est des choses qui sont liées au risque. Après, vous pouvez formaliser des retours utilisateurs qui sont beaucoup plus en amont. Par exemple, là, il n'y a pas d'outil particulier. Ça peut être des comptes rendus de focus group, il n'y a pas d'exigence particulière. Par contre, sur les formatifs, c'est vrai que c'est important de structurer la manière dont vous formalisez vos rapports de formatifs. Bon, c'est vrai qu'on voit trop souvent, notamment des comptes rendus de tests au bloc opératoire sur cadavre en particulier, qui sont pas structurés, où il y a plein d'infos super intéressantes, mais un auditeur qui viendrait mettre le nez dedans aurait beaucoup de mal à aller trouver la bonne info liée à l'aptitude d'utilisation, parce que c'est mélangé avec des aspects de technique, enfin bref. Donc oui, il faut quand même avoir un protocole et répondre à ce protocole dans le rapport formatif. Une question maintenant pour Clémentine. Comment les méthodes de développement agile sont-elles compatibles avec la norme? Finalement, je dirais presque qu'elles ne sont pas incompatibles. Donc sur la partie agilité, finalement, ce qui va être hyper important du point de vue de la norme, ça va être de s'assurer que l'ordre attendu par la norme est bien celui qui est réalisé. Et finalement, ça, même si on est en agilité, on applique la logique et la séquence des activités attendues de la norme. Et ce qui va être vraiment important, c'est toutes les activités de revue qui sont explicitement citées. Elles vont être il faut réussir à les imbriquer dans le process d'agilité. Et c'est là où, généralement, à la fin des sprints, il y a quand même une discussion qui permet de s'assurer que, qui reprend finalement la branche du cycle en V descendante ou la petite partie de cycle en V qui a été développée. À l'échelle de chaque sprint, finalement, on fait des mini-cycles en V très bas niveau. Et l'idée, c'est de réussir à la fin de refaire un cycle en V principal, et c'est ce qu'on retrouve avec la software validation par rapport à la donnée d'entrée qui est l'intended use, et ce qu'on fait classiquement pour un DM même qui n'est pas logiciel. Et après, il y a toujours quand même, juste avant la validation, une étape de vérification finale du produit logiciel. Donc ça, on retrouve les briques finalement qui sont celles qui sont même attendues dans la 13485. Et après, ce qui se passe en bas niveau, finalement, c'est là où on peut réussir à adapter un peu d'agilité. Et la norme impose pas le cycle en V, elle le cite, mais par contre, elle ne cite pas les méthodes agiles, c'est vrai. Alors, les gens qui connaissent ça, pour ne pas parler que de DM, mais aussi un petit peu de diagnostic in vitro. Et nous avons une question sur le diagnostic in vitro. Alors, je m'empresse de la poser. Qu'en est-il pour les logiciels de diagnostic in vitro qui peuvent avoir plusieurs usages? Analyse, mais également assistance au diagnostic, transfert des données au système d'information des laboratoires, etc. Comment imbriquer tous ces éléments, tous ces processus? Et ils vous disent super présentation. Je rajoute. Donc, qu'en est-il par rapport à l'aptitude à l'utilisation? Je pense, je traduis, où on peut avoir, entre autres, pour les logiciels du diagnostic in vitro, qui peuvent avoir plusieurs usages, analyse, assistance diagnostique, transfert des données au système d'information. Je pense que ça peut concerner et l'aptitude à l'utilisation et la conception de logiciels, parce que là, on est sur des intended use qui vont être beaucoup plus larges, en fait. Ouais, je peux répondre sur la partie aptitude à l'utilisation. Alors, s'il y a plusieurs usages, il y a plusieurs scénarios, il y a peut-être plusieurs profils d'utilisateurs. Donc, il faut découper en fait à chaque fois
ces différentes situations. Analyser les risques de manière spécifique. Peut-être que par exemple, dans le transfert d'informations, dans le système d'information, il n'y aura pas de risque, parce que globalement, on est sur un transfert automatique et l'utilisateur enfin, pas de risque sans utilisation, hein, transféreur d'utilisation, je veux dire. Et peut-être qu'il y en aura beaucoup à un moment donné, par contre, sur l'analyse, parce qu'il y aura des interventions de l'utilisateur qui seront fréquentes pour sur l'automate, préparer les échantillons correctement, lancer des programmes, des calculs avec peut-être des paramétrages. Donc pour moi, il faut vraiment séparer les différents scénarios et analyser les risques de manière individuelle. Et puis, au-delà du risque, essayer comme de voir sur quoi l'utilisateur a envie de passer du temps, quelles sont les tâches qui ont pour lui une grosse valeur ajoutée dans son métier, pour aussi beaucoup travailler ces sujets-là de manière spécifique, pour lui faciliter la vie là-dessus, quoi. Donc là, en fait, on arrive sur des dimensions vraiment d'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'entre ces 3 grandes phases qui ont été décrites, on peut faire des expériences map et à travers ça, on peut se dire, par exemple, que l'utilisateur accepte très bien de perdre du temps sur une partie de ces tâches-là, parce que c'est son quotidien, qu'il est habitué à faire ça depuis très longtemps avec des outils qui sont encore moins bien. Et puis peut-être que l'interopérabilité qui est un peu évoquée, c'est quelque chose qui l'embête et qu'il faut absolument, par contre, travailler ça au mieux pour que ce soit le plus transparent possible. Mais là, on a au-delà de la maîtrise du risque. On est vraiment sur le design du X, l'expérience utilisateur, Et- qui se fait de la même manière d'ailleurs. Et là, c'est la réponse de Clémentine qui va prendre le relais. Après, je pense que sur la partie développement logiciel, finalement, une fois que la donnée d'entrée relative à l'usage est bien définie, derrière, ce qui va dérouler, c'est exactement le même cycle de vie. Donc, je pense que du point de vue du dev logiciel, il va y avoir assez peu d'impact, en fait. À partir du moment où les spécifications sont bien posées. À partir du moment où l'usage a bien été défini, qu'il y a des spécifications logicielles pour chacun des usages, il y a un comportement attendu. Après, c'est le même cycle 62-304 qui s'applique. Une autre question sur l'aptitude à l'utilisation pour Jean-François. À quelle étape du développement de mon dispositif médical logiciel dois-je intégrer l'aptitude à l'utilisation? Ah bah, dès le début. La réponse est simple. Au Dès le démarrage. début, voilà, non, dès le début, hein, c'est essentiel d'aller. En fait, c'est en effet le grand travers en fait de cette norme où on ne voit que la partie immergée de l'iceberg qui est la validation finale. Et souvent, quand on n'intègre pas assez tôt cette dimension d'aptitude à l'utilisation, on n'a plus que ses yeux pour pleurer à la fin quand l'évaluation sommative ne passe pas. Ouais. Alors, c'est pas toujours le cas, on arrive à toujours se débrouiller, on est d'accord, hein, mais bien sûr, dans la vraie vie. Mais en pratique, la norme dit qu'il faut le faire dès le début, et si elle le dit, c'est pas juste pour vous embêter, c'est que si vous n'allez pas vraiment comprendre le besoin utilisateur dès le début de votre développement logiciel, et que vous développez quelque chose avec votre représentation de concepteur, il y a de fortes chances, et je suis ingénieur de formation et j'ai développé des systèmes, que vous pensiez. Voilà, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc voilà, c'est vraiment important d'aller faire ça dès le début. Ouais. Alors, et autre point aussi, qui doit intervenir pour cette aptitude à l'utilisation? En effet, je recontextualise les choses. Souvent, les développeurs de dispositifs médicaux travaillent avec des médecins qui sont en poste dans des établissements hospitaliers. Est-ce que le centre hospitalier ou l'investigateur avec lequel ils travaillent peut continuer à participer aux tests d'aptitude à l'utilisation? C'est un vaste sujet. La réponse est oui, il faut comme s'appuyer dessus. Après, il faut être très vigilant que ces médecins qui sont les KOL qui sont impliqués dans le développement sont tous sauf naïfs et tous Voilà. sauf représentatifs du dispositif, enfin des utilisateurs finaux. Donc c'est des gens avec qui évidemment il faut dialoguer de manière étroite parce que dans des phases, en gros, souvent ils sont à l'initiation même des projets. Ils ont un besoin non couvert. Ils travaillent avec vous pour que vous développiez cette solution qu'ils attendent depuis longtemps. Ils imaginent que tous leurs confrères ont les mêmes attentes. Souvent, c'est quand même pas le cas. Donc, c'est là où il faut en général être prudent et aller challenger ce que vous dit votre ou vos KOL avec d'autres qui sont assez éloignés de leur pratique. Et ça, c'est vrai, hein, il y a plein de domaines dans lesquels c'est vrai, mais notamment en chirurgie, vous avez 36 000 écoles des fois de chirurgie en orthopédie, par exemple. Vous avez énormément d'écoles de chirurgie orthopédique. Il faut, par exemple, essayer de varier un peu les profils assez tôt pour pas vous lancer dans une voie qui serait en fait une niche qui serait tellement niche qu'elle répond qu'à votre KOL, quoi. Je vais faire une question groupée, je vais en grouper deux en une. Comment articuler l'aptitude à l'utilisation à la gestion des risques et pour un logiciel donné, si seulement quelques fonctionnalités sont identifiées comme dispositif médical, doit-on impérativement effectuer l'évaluation formative sur toutes les fonctionnalités ou juste celles qui comportent le plus de risques les plus critiques?
Alors, je vais répondre à la dernière question. Alors, je pense que la question se pose surtout, c'est l'évaluation sommative. C'est-à-dire que l'évaluation sommative, vous pouvez en effet ne tester que l'aspect critique, que les tâches critiques, pardon, que les fonctionnalités critiques. Vous pouvez en effet vraiment choisir qu'un sous-élément des scénarios les plus critiques. Après, ce que vous faites en formative avant, c'est quelque part de votre responsabilité. Si vous êtes sûr de passer l'évaluation sommative parce que votre design vous êtes certain de son design et que vous ne faites pas de formative ou des choses de manière à minima pour montrer quand même que vous avez fait un peu d'effort, mais bah, c'est entendable. Mais donc là-dessus, je dirais, c'est oui, vous pouvez ne faire que les aspects critiques. Après, vous vous privez, enfin, ça dépend beaucoup des projets, quoi. Ça dépend vraiment de la complexité du produit que vous développez quand même. Comment se passe l'attitude à l'utilisation pour les IoT, les Internet, enfin les outils connectés et tous ces nouveaux outils de santé, les Internet of Things, pour être très précise? Alors ça dépend beaucoup s'ils sont dispositifs médicaux ou pas, Mhm. déjà, parce qu'il y en a plein qui sont dans une catégorie bien-être qui ne sont pas du tout, alors pas encore en tout cas soumis à la réglementation. Après, si vous voulez que votre produit soit soit utilisé et utilisable, les personnes aient envie de l'utiliser, il faut faire une réflexion pour le coup sur l'expérience utilisateur. Et donc, c'est la démarche qu'on a décrite là, hein, de processus de conception centré utilisateur. Et si vous ne faites pas ça, globalement, vous aurez des produits qui ne seront pas très utilisables et qui finalement vont rester au fond du placard ou dans la table de nuit, quoi. Ce qui n'est pas l'utilité. Non, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur toutes les montres connectées, les choses comme ça, les gens les utilisent, par exemple pour compter les pas, ils utilisent peut-être quelques semaines, quelques mois, et puis après en général, ils s'en délaissent. Donc pour moi, c'est pas tant l'enjeu du risque, hein, qui doit être regardé évidemment, mais il n'est pas plus compliqué ou plus simple dans le cas d'un IoT. Par contre, la question de l'usage, parce qu'on est sur des produits de la vie quotidienne, là, ça devient quelque chose d'un peu plus complexe. Ouais. Et je m'arrêterai sur la dernière question puisqu'on a un peu débordé en termes de timing. Si un logiciel est sur le marché depuis plusieurs années, comment intégrer l'aptitude à l'utilisation? Peut-on faire valoir l'annexe C? Oui, sous certaines conditions, après c'est à regarder, mais bien sûr, ouais. Bien sûr, on peut prendre en effet tout ce que vous avez comme documentation et éléments disponibles pour justifier de ne pas repasser par le processus complet. Très bien, je crois que nous avons fait le tour des questions, sauf erreur de ma part. En tous les cas, je tiens à vous remercier parce que c'est très complet et ça a permis d'aborder énormément de sujets. Donc, merci à tous. Beaucoup de participants me disent merci. Donc, je vous transmets tous les remerciements, la clarté de votre présentation, la clarté de vos réponses aux questions. Je rappelle donc que vous avez, si besoin était, la possibilité de poser des questions complémentaires sur notre adresse rendez-vous@expertmedtech.com. Vous avez également la page LinkedIn sur laquelle vous pouvez vous abonner, Rendez-vous Expert MedTech. Vous allez recevoir donc la présentation en format PDF et le lien YouTube où vous pouvez revisionner la vidéo. Et notre prochain webinaire est déjà planifié au 23 juillet. Et sur la thématique de ce prochain webinaire sera l'impact du nouveau règlement européen pour les opérateurs économiques, distributeurs, importateurs et mandataires. J'ai du mal aujourd'hui. C'est bientôt les vacances, on va dire. Merci à tous, merci de votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée.